Bienvenue dans KO, le podcast de Canal+, qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner, et pourtant. Pour ce nouvel épisode, nous allons prendre la mer et revenir sur la carrière de la navigatrice Florence Artaud. Sur un bateau, il n'y a jamais eu de place pour une femme. Ça portait malheur, disait-on. C'est pourtant une femme qui, en 1990, va remporter l'une des courses à voile les plus prestigieuses du monde. Pour nous accompagner dans ce récit, Didier Ravon, écrivain et journaliste à Voile et Voilier. Elle s'appelle Florence Artaud. Voici son histoire. Mai 1974, hôpital de Garches. Ici, le temps s'est arrêté. Il n'y a rien à faire, rien à voir. Je lis et j'attends. J'attends le repas du matin, du midi et du soir. Un jour sans fin à l'hôpital. Quand je suis arrivée à Garches, mon pronostic vital était engagé. Fracture du crâne, hématome au cerveau, paralysie. Mes parents m'avaient laissée seule en vacances en Normandie. Un jour plus tard, les pompiers sortaient mon corps d'une BM que je venais de foutre dans un arbre. Je vais bientôt avoir 18 ans et ça fait 5 semaines que je suis ici. Je suis pas une fille à papa. Avec mes frères, je cours, je me bats, je suis comme eux, avec une poupée à la main. Mon père, Jacques Artaud, dirige une maison d'édition qui porte notre nom. Il publie beaucoup de livres d'aventuriers, de navigateurs. Éric Tabarly, Bernard Moitessier, Alain Colas, ils sont tous passés chez moi. J'ai grandi dans un monde d'explorateurs, dans un monde d'aventures. Très tôt, on m'a mise à la mer. À Antibes, au club de voile, et sur l'Argade, le beau voilier familial, où j'ai la fonction très officielle de premier matelot. L'été, avec mon frère, on participe à des régates. Nous, les petits Parisiens, on gagne tout. Mon père me surnomme le petit moteur. Je ne perds jamais une course. En attendant, je suis toujours à l'hôpital de Garches. Je peux sortir, mais j'ai droit à rien. Pas de sport, pas d'alcool, pas de cigarettes. Tout ce qui peut provoquer un stress vasculaire m'est interdit. Tout ce qui est sympa, en fait. Moi, je ne rêve que d'une chose, la mer. Quand je demande au médecin si je peux faire du bateau, il marque un temps d'arrêt comme s'il était piégé par ma question. Oui, je peux faire du bateau, mais pas d'échappée solitaire, on y va doucement. Le soir même, j'annonce à mes parents que je pars. Oubliez les études de médecine, la vie toute tracée d'une fille de bonne famille. Cet accident a donné du sens à ma vie. J'ai 18 ans et je pars rejoindre Jean-Claude. Il a 25 ans, il est beau, il a un voilier. Je ne vivrai de rien. La mer me suffira. Quand je reviens quelques années plus tard à Paris, mes parents reprennent espoir que peut-être leur petite Florence reviendra dans le droit chemin. Pas vraiment, en fait. Je ne reviens que pour une chose, trouver de l'argent pour devenir navigatrice. Quand je dis ça à mes parents, oh là, ma mère s'évanouit et mon père chancelle. Premier coup de massue. Le deuxième arrive. S'il ne me donne pas d'argent, je veux prendre le bateau familial pour faire de la compétition. Ma mère est toujours dans les vapes, mais mon père s'est repris, c'est non. Ouais, c'est ce qu'on verra. Le lendemain, j'ai les clés du bateau dans mes mains. Mon père a accepté, à la seule condition que mon cousin, qui est skipper, navigue avec moi. Mes premières courses se feront en famille. 1978. J'ai 21 ans et je vais participer à la Route du Rhum. C'est une nouvelle course transatlantique en solitaire, Saint-Malo-Pointe-à-Pitre. Les meilleurs navigateurs sont là et cette fois, j'ai mon propre bateau. Un Frioul 38. Alors c'est pas l'Amérique, mais c'est déjà ça. Le jour du départ, mes parents sont là. Mon père pleure et ma mère préfère ne pas regarder. Moi, je suis la plus heureuse du monde. J'ai froid, mon ciré est troué, mais je tiens bon.
Ma stratégie de course est assez simple. Je prends le chemin le plus court vers Pointe-à-Pitre. L'assistance logistique, c'est mon père qui s'en charge, à distance. Tous les jours, je fais un point météo avec lui, par radio. C'est mon seul repère, puisque tout l'électronique a lâché après 2 jours. Je navigue à l'instinct, mon père fait le reste. Persuadé que mes concurrents masculins ne dorment jamais, je ferme les yeux 30 minutes maximum. Au bout d'une semaine, je suis complètement déphasée. Je fais 20 fois les mêmes nœuds, les mêmes vérifications. Si quelqu'un me voyait, il me prendrait pour une folle. « 27 jours plus tard, je termine le voyage, épuisée. Je veux me faire belle pour l'arrivée, mais c'est au-delà de mes forces. Quand les caméras télé filment la première femme à boucler la route du Rhum, je porte une botte bleue et une botte jaune. Ça n'est qu'en arrivant que je découvre mon classement final. Je termine 11e et première femme. Bon, en même temps, on n'était que 2. À Pointe-à-Pitre, pourtant, personne ne parle de moi, ni même du vainqueur d'ailleurs. Ça fait plusieurs jours qu'on est sans nouvelles d'Alain Colas. Son immense bateau a disparu. On ne le retrouvera jamais. Quand je rentre à Paris, je suis devenue un symbole féministe. Florence Artaud, la femme qui domine les hommes. Dans le monde de la voile, on n'est pas très avancé sur le sujet. Vous connaissez, vous, le féminin du mot marin ? Ben non, il n'y en a pas. Quand on interroge Éric Tabarly sur mes performances, il répond que s'il n'était pas blessé à l'épaule, il nous montrerait tout de suite que les hommes sont supérieurs aux femmes. Je vais être honnête, ça ne me touche même pas. Éric, c'est une légende. Quand il se dit supérieur aux femmes, je le crois, puisque c'est un dieu. C'est même plus que ça. Ma condition de femme m'offre néanmoins quelques avantages. Je suis assiégée par des propositions de publicité. Tout le monde veut celle qu'on appelle désormais la petite fiancée de l'Atlantique. Biotherm est devenu mon nouveau sponsor. Pendant une course, une équipe de tournage me suit pour un spot publicitaire. Beauté, c'est le nom de la pub. Florence Artaud utilise Biotherm et regardez comme elle est belle. Ils tirent un peu la gueule quand ils se rendent compte que je me douche pas. J'ai le visage tiré à cause du sel de mer et mes cheveux. Je préfère pas en parler, mais l'égérie beauté a pris un petit coup dans la gueule. La pub est un fiasco et le partenariat tourne court. Je partage alors ma vie entre les cours de voile que je donne et les petites compétitions. En 1986, je participe à ma 3e route du Rhum. Terminé l'aventure Biotherm et ses crèmes de jour, j'ai un nouveau sponsor et un super nom. Énergie et communication. J'hérite encore une fois d'un bateau de merde. On fera avec. Je suis pas partie depuis 2 jours que le bateau se fissure déjà. À chaque minute, un nouveau bruit. Tout part en vrille, mes dérives cassent, j'ai plus de barre. Je suis en route vers les Açores pour réparer quand ma radio se réveille. C'est Loïc. Loïc Karadec, un des favoris de la course qui a chaviré. Comme je suis la plus proche, je dois aller lui porter secours. L'épave est en vue. Je prends mes jumelles, j'essaie de le voir, mais rien. La mer est calme, le vent est tombé. Je m'approche de son bateau. Le silence. Alors je crie, je hurle son nom, mais personne ne répond. Il doit être là, caché sous la coque, il va m'entendre, me répondre. Mais non, Loïc n'est plus là. La fin de la course est une épreuve. La disparition de Loïc m'empêche de penser, de dormir. Quand j'arrive à Pointe-à-Pitre, j'ai un œil au beurre noir que je me suis fait toute seule avec une clé à molette. Je termine au final 11e, mais je suis là, vivante. Quand un skipper termine une course, une autre commence. Celle de l'argent, du sponsor. Je déteste avoir à faire ça. Me mettre à genoux devant des banques, des vieux qui n'y comprennent rien. Mon Dieu, quel enfer. Il y a quelque temps, Christian Garel, un riche propriétaire immobilier, a contacté mon père. Il voulait acheter l'hôtel particulier familial. Mon père lui rétorque que l'hôtel n'est pas à vendre, par contre, sa fille, si. Je mets mes plus beaux habits et j'entre en scène. Il n'y a pas meilleur investissement que moi, et patati, et patata. 1 heure plus tard, c'est signé.
Quelques semaines plus tard, j'ai racheté le bateau de Philippe Poupon. Ce bateau est une bombe. Terminé les coques percées, les voiles déchirées, les réparations de fortune. En août 1988, je suis au départ de la course Québec-Saint-Malo avec 3 coéquipiers. Je ne navigue plus pour le plaisir, je navigue pour gagner. Après 2 jours de course, c'est un duel qui se dessine avec l'équipage du navigateur Olivier Moussy. Ils ont exactement le même bateau que nous. Ce sera un combat à la régulière, à la loyale. À l'approche des côtes irlandaises, un bulletin météo nous avertit. Le temps se dégrade. Il nous est fortement recommandé de contourner la perturbation en passant par le sud. Impossible, on perdrait trop de temps. Nous décidons d'aller tout droit. Olivier Moussy, derrière, prend la même décision. Nous entrons dans la tempête. Bonsoir, l'actualité en direct et le drame sur la Transat Québec-Saint-Malo au large de l'Angleterre. 3 événements, d'abord 2 concurrents abandonnent, ensuite le bateau de Florence Artaud s'est retourné et enfin le plus grave, on est sans nouvelles d'Olivier Moussy qui est tombé ce matin de son bateau, donc au large de l'Angleterre, et ce soir le centre de secours en mer de Falmouth en Angleterre annonce que les recherches cesseront à la tombée de la nuit, c'est-à-dire pratiquement dans 1 heure. Nous sommes des miraculés, mais je n'en ai pas vraiment conscience. Quand je rentre à la Trinité, Philippe Poupon, l'ancien propriétaire du bateau, me hurle dessus. Si je suis encore vivante, je le dois qu'à la chance. Moi, je voulais juste gagner, devenir comme lui, devenir comme eux, de vrais marins. Mon naufrage aurait pu décourager Christian Garel, mon riche donateur, mais non. Pourtant, j'ai les oreilles qui sifflent. Florence Artaud ne sait pas naviguer, c'est un danger public. Il y a 1000 raisons pour me laisser tomber, mais Christian Garel insiste. En 1990, le trimaran Pierre Ier voit le jour. L'objectif est très simple, remporter la route du Rhum. Avant cela, je me lance dans une traversée en solitaire de l'Atlantique. En août 1990, je mets 9 jours à rallier l'Angleterre en partant de New York. J'améliore de 2 jours le record détenu par Bruno Perron. Je ne suis plus une outsider pour la route du Rhum, je serai l'une des favorites. Dimanche 4 novembre 1990, Saint-Malo, départ de la route du Rhum. Je porte une très belle minerve pour l'occasion, résultat d'une manipulation bien foirée d'un ostéo. Du coup, ça piaffe beaucoup sur le port. Le journal L'Équipe écrit « Florence Artaud ou la voile déchirée ». On me décrit comme une pleureuse, comme une fille qui va encore abandonner. Florence Artaud n'est peut-être bonne à rien, mais en attendant, après 4 jours de course, c'est moi qui suis la première. Je viens de dépasser Bruno Perron, le bateau répond bien. Je vais le faire cette fois, je le sens. Tout s'est coupé. Le pilotage automatique a fait péter mon électronique. J'ai plus de radio, plus rien. Il me reste plus que mon instinct. Je suis rentrée dans un monde de pressentiments. Et si j'étais sur la mauvaise route et si j'étais dernière et qu'ils m'avaient tous doublé? Alors je reprends mes cartes. Je calcule ma route. Non, c'est impossible, je les aurais vus. Les jours passent et j'ai le sentiment de sombrer doucement. Mon état de santé s'est détérioré. Je me vide sans savoir pourquoi. Et qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi continuer? Je sais même plus où j'en suis. Si ça se trouve, je barre n'importe comment et je vais me retrouver à Saint-Malo, au départ, comme une conne. Un après-midi, un avion de la course survole mon bateau. Je bricole ma radio pour communiquer. Faut que je fasse très vite parce que j'ai plus de fuel depuis 3 jours. J'ai eu des problèmes de pilote, ça fait 5 jours que je suis à la barre, Je suis complètement crevée, d'autant plus que j'étais très malade, j'ai eu une hémorragie pendant 2 jours, j'ai bien cru que j'allais y rester. Est-ce que tu peux te soigner, ma maman? Est-ce que tu peux te soigner? Il n'y avait rien à faire, heureusement ça s'est arrêté à un moment, avant que je tombe dans les pommes. Et je prends des antibiotiques, quoi. Et tu n'as plus aucun contact à l'heure actuelle avec ton routeur, mais est-ce que tu continues à recevoir des fax, notamment? Je n'ai aucun contact avec personne depuis les Açores. C'est
c'est toi qui m'apprends que je suis en tête. Je te dis, j'ai pas mal de problèmes. J'ai failli abandonner. Et vraiment, j'arrive, je me dépêche, quoi. La Guadeloupe est là. J'étais tellement désorientée que j'ai même pas senti au loin les odeurs de la terre. Quelques jours plus tard, j'arrive dans le port de Pointe-à-Pitre. Bonjour, Florence Artaud, vainqueur de la 4e route du Rhum. Elle est arrivée à 23h10 hier soir à Pointe-à-Pitre sur son trimaran Pierre Ier. Accueil triomphal. Première femme à gagner cette course, même si le français a oublié le féminin du mot marin. Elle a battu de 6 heures le dernier record de Philippe Poupon en 14 jours, 10 heures, 8 minutes et 28 secondes. Le 18 novembre 1990, une femme a triomphé des hommes. Le journal L'Équipe titre le lendemain « Pardon Florence ». Je ne suis plus une simple navigatrice, je suis devenue une star. J'ai ma place au musée Grévin et attention, encore mieux, je suis la femme la plus désirée de France. Un récent sondage a établi qu'une partie de la population masculine souhaitait m'épouser. Les pauvres s'ils savaient. Je ne suis pas certaine que les gens visualisent comme je suis. Une femme aux cheveux sales, avec une clope dans la bouche et mes affaires qui puent. Alors chérie, on s'embrasse ? Il n'y a qu'un homme qui a eu ce privilège. Il s'appelle Loïc. Et de cet amour est née Marie, un jour d'août 1993. Ma fille, c'est ma vie. Je l'emmène partout avec moi. J'avais l'habitude de vivre seule, de partir avec une simple brosse à dents. Aujourd'hui, je voyage avec des couches dans les bras et un sac à dos qui pèse une vie. Ma victoire sur la route du Rhum a comblé un manque. Je ne cours plus derrière les titres. Les prestigieuses compétitions m'attirent moins. Christian Garel, mon fidèle sponsor, a essuyé de plein pied la crise immobilière de 1992 et j'ai dû me résoudre à vendre mon bateau à Steve Fossett. Quelques années plus tard, j'accepte de revenir à la compétition en rejoignant Bruno Perron. Sur son bateau, nous allons tenter de battre le record du Transpacifique Los Angeles-Hawaï. Par ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à tenter ce record. Steve Fossett est là aussi. Quand je le croise à l'hôtel, il me salue à peine. Il m'a pris mon bateau, ma vie, et en retour, je n'ai même pas un regard. Après 5 jours de course et une avarie de structure, nous explosons le précédent record et battons Steve Fossett. Je me suis vengée. De retour en France, je décide de changer de catégorie de bateau. C'est Jean Le Cam qui m'a initié au Figaro. Le Figaro, ce sont des courses de voiliers d'une dizaine de mètres. C'est l'antichambre des grandes transats. Ça permet aux jeunes de se faire repérer. Je ne suis ni jeune ni en quête de notoriété, mais je le fais. Je veux plus m'occuper d'une équipe, d'un budget, passer 11 mois sur Terre à ne gérer que des contraintes pour 1 mois de plaisir. Entouré de jeunes skippers, je retrouve le goût de la course simple. Il n'y a plus qu'une chose qui me fait rêver, c'est participer une dernière fois à la route du Rhum. J'ai trouvé un magnifique trimaran de plus de 30 mètres. 20 ans après sa victoire, Florence Artaud revient là où tout a commencé. J'ai vite déchanté. Nous sommes en 2009 et j'ai le sentiment d'être revenu 20 ans en arrière. Une femme sur un bateau ? Ah non, trop risqué. En plus, Florence Artaud, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire une connerie. Lors d'un rendez-vous chez Citroën, à la sempiternelle question « Qu'est-ce que ça peut nous rapporter ?», je leur ai répondu que toutes les marques qui m'ont suivi ont leur nom dans le dictionnaire derrière le mot voile. Je crois pas avoir déjà vu le nom Citroën derrière le mot voiture. Sourire figé, on me raccompagne gentiment vers la sortie. J'arrête. C'est terminé. J'ai jamais voulu avoir ce rapport de séduction. Je suis comme je suis. Je fume, je bois, je suis mal coiffée, mal habillée, mais je suis vivante. Ma vie, je la consacre à ma fille qui a bien grandi. Le reste m'importe peu. À l'automne 2013, j'ai pris le voilier familial, l'Argade. Un voyage sur la Méditerranée qui allait m'emmener en Algérie, en Tunisie, en Italie. Seule sur mon voilier, c'est un voyage apaisant.
J'ai ramené un petit chat d'Algérie. Je l'appelle Bilka. J'ai très peur qu'il tombe à l'eau, alors je le surveille d'un coin de l'œil, comme si j'étais sa mère. Aujourd'hui, je longe le Cap Corse. Le vent est doux. La nuit est tombée. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis tombée à l'eau et je peux pas remonter. Le voilier est là, devant moi. J'entends les miaulements du chat. Mais c'est trop tard. Le vent l'emmène. Il part devant moi. Je suis avec mes bottes, ma parka, et autour de moi, rien. Juste le bruit des clapotis des vagues sur mon visage. Je sais que je suis pas très loin de la côte. Quand je respire, je sens cet air terrestre, cet air du maquis. Mais aller vers où? Je ne vois rien et l'eau rentre dans ma bouche, dans mes oreilles. J'enlève tout ce qui me gêne. Mes bottes, ma parka, et dans ma poche, je sens quelque chose. Mon portable. Je ne le prends jamais avec moi. Je déteste avoir ce machin dans mes pattes, mais là, il est dans mes mains et il est encore allumé. Je le prends et j'appelle le dernier numéro composé. C'est ma mère. Maman, je suis tombée, je vais me noyer. Ma mère hurle, me demande où je suis, alors je rassemble mes idées et dis ce que je sais. Le téléphone coupe. J'ai froid. Je rassemble mes forces pour chercher un horizon, une solution, mais la nuit est noire et elle ne m'offre rien. C'est mon frère, on va venir me chercher, ça n'est qu'une question de minutes. Mais j'ai plus de force, ça fait 2 heures que je me bats dans l'eau pour ne pas couler. Mon frère me supplie de ne pas abandonner, de me battre. Et d'une voix plus basse, je l'entends dire à sa femme que c'est foutu. Ma petite lampe frontale commence à clignoter. 3 heures ont passé. J'ai plus la force de rien. Je vais mourir ici. Mais avant toute chose, ce sauvetage miraculeux opéré la nuit dernière au large du Cap Corse, c'est la navigatrice Florence Artaud qui a failli se noyer alors qu'elle croisait seule sur un voilier de 10 mètres. Elle a réussi à prévenir son frère grâce à son téléphone portable qui a alerté les secours et elle a été récupérée en hypothermie mais saine et sauve. Le lendemain, on a retrouvé mon bateau qui dérivait, seul, sans pilote à bord. Le chat était là. Le temps semblait s'être arrêté, comme si rien de tout ça ne s'était passé. Et si c'était un rêve? Quand je suis arrivée à Marseille, ils étaient tous là, ma fille, mes amis. On s'est jetés dans les bras et on a fêté ce miracle jusqu'à tard dans la nuit. Et la vie reprend son cours. En 2014, on m'a contacté pour participer à un jeu d'aventure sur TF1. Pour être honnête, ça m'intéresse pas du tout. Mais j'y vois par contre une très belle opportunité pour parler de mon nouveau projet. Depuis plusieurs mois, je travaille sur une course de voilier à travers la Méditerranée. Une course réservée aux femmes, pour promouvoir et encourager celles qui, comme moi, il y a 20 ans, voulaient jouer dans la cour des hommes. Une course pour l'égalité des sexes, une course pour transmettre. En mars 2015, je suis en Argentine pour le jeu de TF1. Ce Koh-Lanta des célébrités est bien décevant. Je m'étais préparée comme une dingue, en mode survie. Je me retrouve à courir 20 minutes dans la jungle pour dormir le soir dans un 4 étoiles. Mais bon, mon objectif initial est rempli. J'ai pu parler de mon projet. J'espère que des investisseurs regarderont. Nous sommes le 9 mars 2015. Un hélicoptère vient nous chercher pour nous emmener sur le lieu de l'épreuve. 10 morts, dont 8 Français la nuit dernière dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Parmi les victimes, des grands noms du sport tricolore, Florence Artaud, Camille Muffat, Alexis Vastine. Ces 3 grands noms participaient à l'enregistrement d'une émission pour TF1. Florence Artaud a perdu la vie le 9 mars 2015. Elle avait 57 ans. Didier, on vient de raconter l'histoire de Florence Artaud. On va revenir sur cette première édition de la Route du Rhum en 1978. Florence a 21 ans et il va s'en passer des choses. Ben oui, elle a 21 ans, c'est sa première transat, c'est la première Route du Rhum, donc il y a toujours une grosse part d'inconnu, forcément.
Il y a du très mauvais temps, ça on oublie de le rappeler. On est sans nouvelles d'Alain Colas, qu'on ne retrouvera pas. Ça a été, j'ai envie de dire que c'est ce qui écrit aussi la légende de la Route du Rhum. Et donc Florence Artaud qui est sur un petit monocoque, c'est sa première course, sa première grande course. Ses parents sont totalement stressé. Son père l'appelle tous les jours, sa mère aussi. Alors il n'y a pas de téléphone portable ni satellite à l'époque. Il faut passer par la BLU, par Saint-Lys Radio. C'est assez compliqué, c'est assez long, c'est pas toujours très fiable. Et ses parents sont super inquiets. Dès qu'elle tousse, là, elle va prendre des cachets à la boîte de pharmacie. Sa mère pense qu'elle est en train d'attraper une maladie et une sorte de gangrène parce qu'elle est dans des bottes humides, parce qu'elle se plaint d'être trempée, parce que quand il fait mauvais en bateau, on est mouillé. Et donc Florence a dû dire une fois à sa mère, voilà, c'est l'enfer, je suis trempée. Et donc sa mère panique. Sauf qu'elle ne raconte pas à sa mère, et heureusement, parce que je pense que sa mère aurait fait un arrêt cardiaque, qu'en allant changer une drisse c'est un des cordages qui permettent d'envoyer les voiles. Elle est en tête de mât à 17 mètres de haut et puis elle, dans une vague, elle perd l'équilibre, elle culbute, elle est dans une espèce de harnais, forcément, mais elle glisse le long du mât et elle se fait miraculeusement, elle a son pied qui s'enroule sur un cordage et elle s'écrase pas la tête la première sur le pont. Donc j'ai envie de dire c'est un vrai miracle. Donc si elle avait raconté ça à ses parents pendant la course, je pense que ses parents ils auraient pas tenu quoi. Donc c'est tout Florence Artaud ça. Alors Florence va remporter la Route du Rhum en 1990 avec un sacré handicap. Elle n'est pas très familière avec l'électronique de son bateau et c'est un euphémisme. Oui, alors Florence n'était pas très geek, elle n'a pas cette réputation-là. Elle fait confiance à ses préparateurs qui préparent le bateau nickel, notamment des informaticiens, électroniciens. Et donc, comme ces bateaux subissent des chocs très violents dans la mer, ce sont des tableaux électriques qui sont juste au-dessus de la table à cartes, au centre du bateau, qui tiennent avec des petits sandeaux qui sont un peu des cils à bloc pour éviter que les chocs, pour amortir un peu les chocs. Et dans une vague, puisqu'il fait très mauvais dans les premiers jours de course, son tableau électrique, qui est donc accessible par l'avant et par l'arrière, qui est vraiment fait pour être bricolé ou en tout cas dépanné, tombe, tout bêtement lui tombe dessus, quoi. Et plutôt que commencer à chercher, à voir comment elle peut réparer le truc, elle laisse faire. Elle dit bon tant pis, de toute façon j'y arriverai jamais. Et du coup, elle fait quasiment toute la transat. Elle fait toute la transat sans téléx, donc sans communication possible, mis à part la radio de temps en temps, puisque en plus après elle a des problèmes d'énergie puisque tout est un petit peu groupé. C'est que quand on commence à avoir des problèmes électriques sur un bateau, enfin pas que sur un bateau, après ça s'enchaîne. Et en fait, à l'arrivée de la course, quand ces préparateurs montent à bord pour checker le bateau, ils s'aperçoivent que la table à cartes est tombée à l'horizontale. Ils la réinstallent, ils branchent une prise et tout repart, quoi. Didier, quand on est novice comme moi des grandes courses de voile, il faut bien comprendre qu'on est sur des bateaux de compétition très rapides et par la même occasion très dangereux. Ce sont des bateaux, quand on les voit comme ça à la télé en hélicoptère, ça a l'air merveilleux parce que ça va vite. Quand on est à bord de ces bateaux, c'est d'une sauvagerie incroyable. Ce sont des bateaux qui accélèrent très très fort, on appelle ça dans le jargon qui plantent, c'est-à-dire qu'en fait qui enfoncent dans une vague en accélérant dans la descente. C'est des bateaux qui sont toujours sur le qui-vive. Et moi, je me souviens d'une nuit dans le golfe de Gascogne sur une course de l'Europe sur ces bateaux-là, donc en équipage. C'est-à-dire que, encore une fois, il y avait 5 ou 6 personnes à bord. Je me souviens d'avoir été plus à l'aise à l'intérieur du bateau en me disant si on se retourne parce que ça va finir comme ça, je serais pas coincé sous le trampoline et je me suis demandé ce jour-là, cette nuit-là, vraiment ce que je foutais là. Et je sais que les marins le disent aussi, mais il faut s'imaginer la même chose de nuit, donc en novembre dans le golfe de Gascogne, en solitaire, donc avec tout le stress et la peur que ça génère. Et ça, je crois que les gens se rendent pas forcément compte. Et Florence, par contre, racontait jamais ce genre de choses. C'était un truc qui était vécu, forcément, mais qui était vachement intime. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pari sur la vie ?
quand vous prenez le départ d'une course en solitaire? Je dirais pas un pari sur la vie, mais je dirais que c'est quand même, ça reste un sport à risque, et donc forcément il y a du danger, hein, il faut pas le nier. Et d'ailleurs il y a eu des drames. Hein, Kola, on n'a jamais retrouvé. Karadec, pareil. Il y a eu malheureusement beaucoup trop de marins qui ont disparu en mer sur des chavirages ou en étant passés à l'eau, en étant fauchés par une vague. Enfin, donc le danger zéro et le risque zéro, il n'existe pas en bateau, mais comme j'ai envie de dire comme dans la vie. Pour conclure, Didier, quelle trace a laissé Florence Artaud aujourd'hui? Je crois que Florence Artaud a vraiment créé des vocations à l'époque des petites filles, hein, qui ont eu envie de faire le tour du monde, de faire la route du Rhum, de faire du bateau tout simplement. Et là on se rend compte qu'aujourd'hui il y a tout un groupe de filles qui ont à peu près l'âge de Florence à l'époque et qui sont des navigatrices professionnelles. Il n'y a pas eu Florence Artaud, il y a eu Hélène MacArthur qui a fait une très très grande carrière, il y a eu Isabelle Autissier qui a ouvert des portes, mais il y a tout un tas de jeunes femmes aujourd'hui qui sont de plus en plus compétentes et qui ont manifestement récupéré un peu, c'est un peu suranné, mais un peu cet ADN de Florence Artaud, la compétitrice, la femme de mer, et encore une fois, un marin extraordinaire, quoi, extraordinaire. Merci Didier. Cette histoire a été inspirée par un livre de Florence Artaud, Un vent de liberté, aux éditions J'ai lu. Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Paco. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne. À bientôt.